Bonjour et bienvenue sur Médian TV. C'est le jour de la rentrée scolaire au Maroc. Près de 8 millions d'élèves du préscolaire, du primaire et du moins secondaire reprennent le chemin de l'école. Une rentrée dans un contexte de réforme du système éducatif et qui ne manque pas de nouveautés. Quelles sont les évolutions à concrétiser au cours de cette année scolaire dans le monde de l'enseignement sur le plan linguistique, sans oublier le contexte social? On en parle avec notre invité. Il s'agit de Ilham Bellouche. Elle est formatrice et ingénieure pédagogique. Ilham Bellouche, que nous avons le plaisir de retrouver en direct depuis El Jadida. Bonjour à vous Ilham Bellouche et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci à vous aussi pour l'invitation. Alors, tout d'abord, nous sommes donc en cette rentrée, à l'entame de cette rentrée 2023-2024. Quelles sont les nouveautés de cette rentrée scolaire? Alors, la rentrée scolaire actuelle est marquée par plusieurs initiatives de la part du ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et du sport, qui visent à rehausser le niveau de l'éducation publique. Et cela entre dans le cadre du projet de la feuille de route 2022-2026 qui vise à promouvoir un enseignement de qualité pour tous et qui est axé essentiellement sur l'éducation publique. Alors, ces initiatives sont nombreuses, j'en citerai les plus importantes. D'abord, l'introduction de l'anglais en première année du cycle collégial. Nous savons que l'anglais était introduit en troisième année, mais à partir de cette année, il est introduit en première année du cycle collégial. Ce sont à peu près 10% des élèves qui vont en bénéficier cette année avec un objectif d'atteindre 50% en deuxième année collège et avec un objectif aussi de généralisation dans les années à venir. La deuxième langue aussi qui représente pas vraiment une nouveauté, mais une continuité, c'est la généralisation progressive de la langue amazigh, puisque la Constitution prévoit l'amazigh comme langue officielle d'État. Donc l'objectif cette année, c'est de continuer à généraliser justement l'enseignement de la langue amazigh, notamment au primaire. Mais l'un des projets phares de cette année, c'est le projet École pionnière. Alors, c'est un ensemble d'écoles qui vont. C'est un projet de démarrage, donc on ne peut pas le généraliser dans tous les établissements éducatifs. Cette année, ce sont à peu près 628 établissements éducatifs qui vont en bénéficier. L'objectif, justement, comme on l'a dit, et qui entre toujours dans le cadre de la feuille de route 2022-2026, c'est de rehausser le niveau de l'enseignement, de pouvoir consolider les apprentissages de base, de combler les lacunes et de pouvoir offrir un enseignement de qualité à tous. Donc, c'est 628 établissements, c'est à peu près 300 000 élèves qui vont en bénéficier. C'est le projet de démarrage, il est fait essentiellement au cycle primaire. Donc, c'est à peu près 300 élèves qui vont en bénéficier. C'est 11 000 enseignants aussi qui vont chapeauter le projet et ce sont à peu près 158 inspecteurs qui seront mobilisés à cette fin. Ce qui est donc un projet important à suivre au cours donc, de cette année, comme vous l'avez dit, sur le plan linguistique. Oui. Donc, il y a des choses importantes, notamment donc, l'introduction de l'anglais en première année. Alors, vous l'avez évoqué, la feuille de route 2022-2026, c'est un peu le guidon de l'évolution du système éducatif. Alors, cette année, quelle devrait être, au-delà de ce que vous venez de citer, les grands axes à réaliser au cours de cette année? Alors, les trois axes importants et qu'on va mettre en pratique justement dans ces écoles pionnières. Alors, juste pour citer que ces écoles pionnières, elles vont recevoir le label École pionnière. Et ce projet va viser trois axes importants, à savoir l'élève, l'enseignant et l'école. L'élève à travers la mise en place d'approches pédagogiques efficaces et innovantes qui vont viser essentiellement un apprentissage efficace et aussi la motivation des élèves. L'enseignant à travers la formation continue et un accompagnement
de proximité grâce aux 158 inspecteurs qui seront mobilisés à cette fin, et aussi redonner l'envie à ces enseignants d'exercer leur métier en mettant à leur disposition un matériel pédagogique innovant, des outils pédagogiques qui sont à leur disposition, des conditions de travail qui sont optimales, la mise en place aussi d'un management positif, un management de proximité, un management qui peut leur faciliter leurs tâches quotidiennes. Et donc le troisième axe, ce sont les écoles à travers la rénovation des établissements éducatifs, les sanitaires, les classes, la mise à disposition du matériel pédagogique, du matériel numérique, etc., etc. Donc voilà, ce sont ces trois axes principaux qui sont visés. Donc là, ce qu'on remarque, c'est qu'on est, pour la première fois, le ministère adopte une approche systémique où il va s'intéresser à tous les éléments de l'action pédagogique, à savoir l'enseignant, les conditions matérielles, l'établissement et l'élève, avec la dimension aussi sociale, nous l'aborderons tout à l'heure. Mais dans le cadre de ce dispositif, les composantes essentielles, c'est d'abord un programme de remédiation massif dans le cadre de ces écoles pionnières. Donc, il y a d'abord la première composante, comme je l'ai dit, c'est un programme de remédiation massif des élèves, notamment en septembre, tout au long du mois de septembre, pour essayer de consolider les acquis, combler les lacunes des élèves, et avec un programme de remédiation aussi qui va continuer à s'étaler sur toute l'année de manière ponctuelle. La deuxième composante, oui, pardon. Oui, c'est des points importants. Quand vous avez évoqué tout à l'heure le volet enseignement, formateur, qui fait partie donc des trois grands axes. Aujourd'hui, justement, le problème des effectifs se pose, mais aussi le problème du personnel par rapport à sa vocation, le recrutement, les profils qui sont recrutés pour enseigner. À ce niveau-là, comment évoluent les choses ? Alors là, vous venez d'aborder un point central qui représente l'un des obstacles majeurs à la réalisation de ce projet, à l'atteinte des objectifs auxquels aspire le ministère. Comme je viens de le citer tout à l'heure, parmi les composantes clés, c'est ce qui va nous permettre de comprendre ce que je vais dire ensuite, parmi les composantes clés, c'est d'abord le programme de remédiation massive, et c'est aussi la progressivité des apprentissages. Ça veut dire que ce que le ministère prévoit dans ces écoles pionnières, c'est que l'élève ne fera d'autres apprentissages que si les acquis antérieurs sont faits et sont consolidés. Donc tout cela, c'est beau, c'est extraordinaire. Mais le problème d'effectifs est un obstacle majeur, parce que quand on se retrouve dans des classes de 40, voire 45, si ce n'est pas au-delà, nous ne pouvons aucunement mettre en application une remédiation massive. Pourquoi ? Parce que nous le savons très bien, dans l'éducation publique, il y a un déficit énorme chez les élèves. Je ne vais pas dire tous les élèves, mais c'est quand même la majorité. Ce déficit s'est accumulé au fil des temps. Nous ne pouvons régler ce déficit et combler toutes les lacunes en un mois, même avec des rappels ponctuels tout au long de l'année, notamment quand l'effectif est important. Donc, pour pouvoir atteindre cet objectif de remédiation et de progressivité des apprentissages, il faut qu'on ait des effectifs raisonnables qui permettent, en fonction du volume horaire consacré à chaque discipline par semaine, qui permettent aux enseignants de pouvoir mettre en place des actions à la fois réalistes et réalisables. Parce que, en plus des effectifs, les programmes sont surchargés. On a une quantité de contenu pédagogique qui dépasse le volume horaire qui est consacré, en prenant en considération les lacunes des élèves dans l'éducation publique. Le deuxième point aussi central que vous avez cité, c'est la vocation des enseignants.
Nous le savons, la réalité, elle est là. Nous ne pouvons pas la camoufler. Les gens qui choisissent, encore une fois, je ne généralise pas, mais nous le savons, une grande partie des enseignants aujourd'hui qui choisissent ce métier noble, ce sont des gens qui l'ont fait parce qu'ils n'ont pas pu faire mieux ailleurs. Donc, l'enseignement est choisi par défaut. Donc, quand une personne commence sa carrière professionnelle, notamment dans un contexte aussi sensible que celui de l'éducation, et que cette personne, elle arrive avec entre guillemets, un dégoût parce qu'elle n'a pas pu faire mieux ou parce que le recrutement ne s'est pas fait dans les règles de l'art et on n'a pas choisi des gens qui ont envie de faire ce métier. Eh bien, nous savons très bien que l'absence de motivation des enseignants, ça impacte considérablement le plaisir d'enseigner et sans le plaisir d'enseigner, nous ne pouvons pas faire naître chez l'élève le plaisir d'apprendre qui est une condition sine qua non pour la réussite des apprentissages. Donc voilà, ce sont des éléments auxquels le ministère, je ne vais pas dire qu'il ne s'est pas intéressé, ne s'est pas penché de manière optimale sur ces deux éléments. Et il y en a d'autres. Un autre aussi élément qui est central, c'est cette course que je qualifie d'hystérique vers les notes. Justement, Ilham Bellouche, c'est un point important que vous évoquez là, au-delà donc de ce qu'on a dit par rapport aux effectifs et à la vocation et au profil des enseignants. Il y a cette histoire justement des notes, parce que là, on a l'impression qu'aujourd'hui, on étudie plus pour avoir des notes qui nous qualifient à autre chose que d'emmagasiner du savoir qui nous permet de bien affronter le monde. C'est exactement ce qui se passe et dans le contexte marocain en particulier. Nous savons aujourd'hui qu'un élève au baccalauréat qui a 13-14 de moyenne n'a pas beaucoup de chance à intégrer une école dont il rêve ou une bonne école, etc. Donc avec les notes qui ont perdu totalement leur valeur, les parents, et cela impacte aussi les enfants avec la pression que les parents mettent sur leurs enfants, se sont jetés dans cette course contre les notes, des fois aux dépens des apprentissages. Ce qui intéresse les parents et les élèves aussi, ce sont les notes qu'ils vont obtenir. Et malheureusement, les élèves sont jugés à travers ces notes-là. Les enseignants aussi, le travail des enseignants est jugé aussi à travers les notes de leurs élèves. Donc, ce qui fait que on n'est plus dans un enseignement de qualité, on est dans un enseignement d'apprentissage par cœur, dans un apprentissage automatique, on crée des automatismes chez les élèves pour qu'ils puissent répondre de manière optimale et réussie aux questions de les examens, pour qu'ils puissent avoir de bonnes notes, parce que sans ces bonnes notes, ils ne peuvent pas choisir le parcours scolaire ou plus tard le parcours universitaire de leur choix. Donc c'est pour cela que cette frénésie des notes qui perdent totalement leur valeur se fait aux dépens des apprentissages, alors que le but de l'école n'est pas de former des automates, des robots qui sont capables, qui sont juste là pour reproduire ce qu'on leur a donné. L'objectif de l'école, c'est d'abord de développer le potentiel des apprenants. C'est de développer leur autonomie de façon à ce qu'ils puissent apprendre en continu, de manière autonome, entrer dans l'auto-apprentissage. L'objectif aussi, c'est de développer leurs facultés mentales, ce qu'on appelle en neurosciences les facultés mentales de haut niveau cognitif. C'est tout ce qui est en rapport avec la résolution des problèmes, le raisonnement, la réflexion, la prise de décision, la planification. Voilà ce que l'école doit apprendre à ses apprenants pour qu'ils puissent faire des apprentissages de manière efficace qui leur permettent à la fois de développer leur savoir, mais surtout leurs compétences pour qu'ils puissent après intégrer, que ce soit les études supérieures de leur choix de manière efficace et réussie, ou le marché du travail plus tard de manière aussi efficace. Alors, vous êtes formatrice et spécialiste donc en neurosciences aussi, je le rappelle. Oui. Il y a quand même ce paradoxe que nous observons. On nous dit que les enfants d'aujourd'hui sont plus intelligents, découvrent le monde beaucoup plus vite qu'auparavant par rapport à leurs parents dans les années passées. Alors, mais sur le plan scolaire, on sent le niveau baisser. Comment expliquer ce paradoxe ?
déjà, la notion d'intelligence, elle est un petit peu relative, hein. On ne peut pas dire que les enfants sont beaucoup plus intelligents parce que l'intelligence est en fonction du contexte. Mhm. Hein. Une personne, elle peut s'avérer intelligente dans un contexte et dans un autre contexte, elle ne l'est pas. Mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui et les générations d'aujourd'hui, ils ont plusieurs atouts que peut-être les parents ou les générations précédentes n'avaient pas. Ils ont d'abord cette rapidité dans l'action. Ils ont cette rapidité à agir, cette facilité à agir. Ils ont cette flexibilité, ce qu'on appelle la flexibilité cognitive, à passer d'une tâche à une autre. Ils ont aussi cette maîtrise de la technologie. Et nous savons aujourd'hui que la technologie occupe de plus en plus de place, que ce soit dans le domaine éducatif, dans la vie réelle, la vie de tous les jours, ou dans le domaine professionnel. Donc, les générations aujourd'hui ont ces avantages. En revanche, nous remarquons aujourd'hui, encore une fois, je ne généralise pas, mais d'après mes expériences, parce que j'ai la chance d'intervenir dans le monde éducatif, où je vois les pratiques d'enseignement, où j'accompagne les enseignants dans les pratiques, l'amélioration des pratiques d'enseignement, et j'ai la chance aussi d'intervenir dans le monde professionnel, où je vois les résultats des parcours de formation. Et je vois l'intégration de ces jeunes, comment ils agissent, comment ils utilisent leurs apprentissages dans le milieu professionnel et les nombreux conflits dans lesquels ils se mettent avec les managers, les directeurs qui sont d'un certain âge et qui ont un niveau d'expérience plus avancé. Donc aujourd'hui, ces jeunes, l'école, malheureusement, ne les prépare pas réellement à la vie réelle. À la vie réelle dans le sens où aujourd'hui, ils veulent la rapidité. Ils n'ont plus cette patience de pouvoir, par exemple, analyser un problème, prendre le temps de réfléchir. C'est vrai que la situation aujourd'hui demande ce genre de compétences, de rapidité, de flexibilité. Mais ces facultés mentales qui permettent un apprentissage réussi. Quand je dis faculté mentale, c'est tout ce qui est en rapport avec le raisonnement, avec la réflexion, avec la résolution de problèmes, avec la planification, malheureusement, ne sont pas aussi développés. Pourquoi? Parce que d'abord, les enfants sont de plus en plus assistés et par les parents et par l'école. Il y a ce problème de notes que nous avons cité tout à l'heure. Quand il y a cette course hystérique envers les notes, eh ben, ça fait que ce qu'on veut, c'est que l'apprenant ou l'enfant ait une bonne note. Quitte à que ça soit fait aux dépens des apprentissages, ce n'est pas un problème puisqu'il sera jugé en fonction de ses notes et son avenir se fera en fonction de ses notes. Donc c'est pour ça qu'avec la surcharge des programmes scolaires, avec l'effectif qui est quand même très important, on n'a plus le temps d'accorder du temps à ses facultés mentales. On est dans la rapidité, il faut finir les programmes, il faut passer les évaluations, il faut donner les notes, il faut faire ceci, il faut faire cela. Il y a une course qui fait que aujourd'hui, l'objectif central de l'école n'est pas malheureusement une priorité. On est dans la priorité des examens, des notes et de finir les programmes aux dépens de la capacité d'apprentissage et du potentiel des apprenants. Alors, deux autres questions importantes aussi qu'il nous reste à évoquer en 3 minutes environ. C'est aujourd'hui, on voit l'école publique qui semble quand même, malgré cette volonté de réforme, qui doit redorer son blason. Aujourd'hui, c'est les gens qui veulent que leurs enfants réussissent mettent systématiquement leurs enfants dans le privé s'ils en ont les moyens. Alors, comment redorer le blason de l'école publique? C'est une vaste question, mais assez rapidement. Oui, mais de toute façon, le ministère, c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de redonner les titres de noblesse à l'école publique. C'est vrai que ça se fait de manière encore timide parce qu'il y a des points centraux sur lesquels on doit focaliser, comme je les ai cités tout à l'heure, mais c'est ce que les ministères est en train de faire en ce moment. Mais cela demande encore des études beaucoup plus poussées avec des projets à mettre en place beaucoup plus réalistes et réalisables pour pouvoir prendre la réalité du terrain et aussi ce qui est important, ce que nous avons omis de citer, c'est
l'intégration des parents dans l'action pédagogique. Il est important aujourd'hui que le ministère s'occupe, je vais dire, de l'éducation des parents, notamment dans le milieu urbain, dans le milieu rural, où le nombre d'élèves quand même est assez important. Donc, il est important aujourd'hui d'intégrer les parents, de les rééduquer pour qu'ils comprennent ce qui se passe à l'école. Il ne suffit pas d'envoyer un enfant à l'école et de lui dire, ça y est, tu as étudié aujourd'hui. Ce qui intéresse les parents, c'est de ne pas s'absenter, c'est de réussir. Aujourd'hui, on est au-delà de tout ça. On est dans la préparation d'un acteur social capable d'intégrer efficacement et la vie sociale et la vie professionnelle. Alors, justement, ça, quand vous parlez d'acteur social, on reste sur le social, et c'est la dernière question assez rapidement. C'est le contexte social actuel entre les syndicats et le ministère donc de tutelle. Comment voyez-vous ou entrevoyez-vous cette année scolaire? Alors, j'espère que les syndicats vont focaliser sur des points beaucoup plus importants. Ça ne veut pas dire que ce qu'ils font maintenant n'est pas important. La situation financière des enseignants, la situation administrative, les droits pour lesquels ils se battent sont très importants. Mais il y a aussi un combat qu'il faut mener, celui de redonner espoir aux parents dans l'éducation publique, celui de redonner espoir aux élèves dans l'éducation publique, celui de redonner espoir aux enseignants et à tous les acteurs de l'action pédagogique dans l'éducation publique. Et cet espoir ne se fera que grâce à un accompagnement positif et un accompagnement valorisant. Voilà. Merci à vous. Ilham Bellouche, formatrice et ingénieure pédagogique, pour tous ces éclairages à l'occasion donc de la rentrée scolaire 2023-2024 au Maroc à partir donc d'aujourd'hui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi. Au revoir. Merci à vous de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programmes sur Média et surtout, très bonne rentrée scolaire à tous les élèves et aux enseignants. Bonne journée sur Média TV.